Alors il va s'agir ici de comprendre de quel savoir nous manquons aujourd'hui pour le génocide, au sujet du génocide des Tutsis au Rwanda, mais aussi de découvrir toutes les formes de transmission de savoir qui existent et leur importance pour construire la mémoire. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Félicité Diamoukoro, merci beaucoup, Florent Piton, Gaël Faye, Vincent Leclerc, et merci à tous d'avoir répondu présent pour cette journée d'études. Félicité, donc vous avez voyagé de Bruxelles pour venir aujourd'hui. Vous êtes rescapé du génocide des Tutsis et co-auteur avec Nathalie Caprioli de L'ouragan a frappé Nyundo qui a été publié en février 2018. Merci beaucoup d'être avec nous. Florent Piton, vous êtes chercheur en histoire à l'université Paris Diderot et au centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous êtes notamment l'auteur de Le génocide des Tutsis au Rwanda, qui a été publié en 2018. Bernard Mangian, vous êtes réalisateur de documentaires, dont Les Camps du Silence, le Khmer Rouge et le non-violent, ou encore Voyage en Anatolie. Vous revenez tout juste d'un voyage au Rwanda avec une classe de première SCMG d'un lycée de Nice. Gaël Faye, vous êtes auteur, compositeur, interprète, rappeur et écrivain, auteur de Petit Pays, qui a été récompensé en 2016 par le prix Goncourt des lycéens. Vous avez aussi obtenu le prix Révélation Scène aux Victoires de la musique 2018 pour votre album Rythme et Botanique. Et votre dernier album Des Fleurs vient de sortir. Charles Abonimana, vous êtes rescapé du génocide des Tutsis au Rwanda, militant des droits de l'homme et auteur de Moi, le dernier Tutsi, publié aux éditions Plomb en mars 2019. Et finalement, Vincent Duclerc, qui nous fait la chance de conclure cette matinée. Vous êtes historien, professeur associé à Sciences Po et président de la mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides et des crimes de masse. Vous avez dispensé à Sciences Po au semestre dernier le cours Histoire globale des génocides et des processus génocidaires auxquels 4 d'entre nous ont assisté. Nous vous remercions tous d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette journée d'études et partager avec nous vos expériences. Juste pour un court rappel, cette discussion va se dérouler comme suit. D'abord une discussion liminaire, en tout cas en théorie, une discussion liminaire dans laquelle chacun des intervenants pourra intervenir pendant à peu près 10 minutes. Puis une discussion transversale d'une trentaine de minutes qui permettra de revenir sur des questions ou d'en aborder de nouvelles. Et enfin, une conclusion qui sera celle de Vincent Duclerc, qui permettra de clôturer la journée avant de terminer sur une intervention artistique, celle de Gaël Faye de Samuel Kamounzi. Alors nous allons commencer avec Félicité. Vous avez publié en 2018 donc, le livre que vous avez coécrit avec Nathalie Caprioli, L'ouragan a frappé Nyundo, qui retrace donc votre voyage mémoriel au Rwanda, et cela 21 ans après le génocide. Vous dites « Je veux combler les trous de mémoire, corriger les distorsions, réunir les versions aussi bien de rescapés que de tueurs. J'ignore si ce droit m'est donné, mais je le prends. » Alors, pourriez-vous nous parler de ce droit que vous prenez et votre démarche de reconstitution de votre mémoire, la vôtre, mais aussi celle de la mémoire collective? Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. C'est un droit qu'on arrache en fait, puisque je dois préciser d'où je parle. Donc je suis témoin, rescapé de ce génocide, j'avais presque 16 ans. Et une chose qui est très perturbant aujourd'hui, c'est que les témoignages de rescapés ne sont pas aussi nombreux que les vécus des rescapés qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que y a des vécus qu'on ne sait pas traduire par ses propres mots. Je peux préciser justement que j'ai peut-être la chance de parler, de prendre ce droit de témoigner. Au départ, c'était vraiment un souci de transmettre quelque chose à mes enfants. Mais que transmettre à ses propres enfants? J'ai 4 enfants. Et avec ce que vous portez comme rescapé, le vécu, les cassures, toutes ces fêlures, vous ne voulez pas les transmettre à vos enfants. Et donc, à un moment donné, il fallait que je me fasse aider, que je trouve des moyens pour pouvoir traduire cela. En tout cas, j'étais également fâchée sur mes parents de tout ce qu'ils avaient vécu
qui ne nous ont pas raconté. Et je me disais, moi je ne ferai pas la même chose, je vais trouver un moyen de raconter le génocide, mais plus raconter que ces gens ont vécu, que nous avions des familles, nous avions une vie, ce sont des futurs qui ont été arrêtés par la machette, par une volonté vraiment d'effacer les gens. Mais c'est très difficile de le dire comme ça, parce qu'on ne se l'explique pas déjà. Vous survivez, j'étais d'une famille de 7 enfants, on se retrouve à 2, et c'est d'une violence impossible à traduire et à transmettre. Mais pourtant, il faut absolument. Et donc, quand je dis ce droit ne m'est peut-être pas permis, mais je le prends, c'est parce qu'aujourd'hui, on a quand même tout un ensemble de personnes, de perpétrateurs de ce génocide, que si les rescapés ne parlent pas, ils risqueraient même de dire que ça n'a jamais existé. Ou que c'était une épidémie qui a ravagé et qui a effacé les Tutsis du Rwanda. Pourquoi? Parce que la volonté vraiment d'exterminer était à un tel point qu'il fallait effacer toutes les traces, même les photos, détruire les maisons jusqu'à la dernière brique, pour que les gens, disait-il, se posent la question à quoi ressemblait un Tutsi. Et donc quand vous réalisez tout cela et que vous vous retrouvez en vie, donc j'apprends aussi que mon père qui écrivait pendant le génocide avant d'être assassiné, vous vous dites, je suis obligé, je suis témoin, j'ai un devoir. En fait, ce n'est pas très aisé de témoigner, mais c'est presque une obligation. Et donc c'est ainsi que je me suis inscrite petit à petit dans une démarche de transmission. Et en écrivant ce livre, je parcourais déjà les écoles, comme pour dire, ce qui s'est passé très loin peut se passer ici. Parce que la violence peut atteindre des points de non-retour. Et je ne pense pas que ce sont les Rwandais qui doivent seulement porter cette affaire-là. Elle s'est passée au vu et au su de tout le monde. On se souvient très bien de ce journaliste Carbonard qui est au bord des larmes à la télévision et qui raconte 1 an avant et il parle du génocide. Donc c'est impossible à un moment de se taire, de ne pas parler de ce qui s'est passé et c'est impossible de se projeter dans la vie, d'être une maman sans devoir parler de cette affaire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à pas mal de gens qui nous disent, aux témoins, à nos rescapés, mais oui, mais il faut aller de l'avant, il faut tourner la page. Mais quelle page? Une page qu'on ne veut pas lire? Donc c'est parfois par une douleur, mais une douleur qui est un moteur pour avancer, mais pour aussi bien faire, pour partager, pour s'inscrire dans une vie aujourd'hui active et corriger toutes ces distorsions au niveau de l'histoire, entendre parler que oui, le génocide n'a jamais été préparé, mais on vivait déjà les discriminations à l'école, déjà tout jeune. Vous savez très bien que être Tutsi, c'est une sentence de mort, et vous grandissez avec ça, et malgré tout, vous faites avec. Et alors, quand ça arrive après, comment on fait encore avec sans en parler? Je suis très très contente d'entendre des projets comme celui-ci qui permettent à ce que les gens comprennent, lisent, partagent, et c'est important pour le monde rescapé. Je terminerai juste en disant qu'il faut savoir que si le génocide a été arrêté en 1994, ces effets sont encore présents. Aujourd'hui, les rescapés meurent encore des blessures d'il y a 25 ans. Nous avons des gens qui meurent du sida, nous avons des jeunes qui se suicident, nous avons des conséquences qui ne se sont pas arrêtées avec la fin du génocide. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. On ne sait pas jusqu'où on va avec les conséquences du génocide. Merci. Juste une petite question.
question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Beata parlait tout à l'heure d'écoute. Est-ce que vous avez ressenti aussi cette difficulté par rapport aux oreilles qui vous entouraient? Est-ce que les gens autour de vous ont réussi à vous écouter et à entendre ce que vous disiez? Je dois préciser que j'ai dû parfois m'imposer. C'est très difficile, même les gens bien disposés ne veulent pas tellement entendre parler de ça au départ. Bon, même au niveau familial, hein, je peux par exemple parler de mon mari. Ce n'est pas qu'il ne veut pas écouter, mais c'est tellement grave que il se dit, est-ce que je ne suis pas en train d'ouvrir quelque chose qui sera compliqué de refermer? Et ensuite, vous avez, ça c'est des personnes très proches, très chères, qui ne veulent pas vous blesser, mais vous avez d'autres qui trouvent que c'est pas possible. Dans un milieu de travail professionnel, vous êtes obligé de même pas mentionner que vous êtes handicapé, faire comme tout le monde, parce qu'on dirait que ça juge en fait la personne en face. Et finalement, quand j'ai commencé à témoigner, je devrais aussi prévenir que ne vous inquiétez pas, nous allons bien, nous vivons, nous sommes joyeux parfois, nous pouvons faire la fête. Et donc, il faut d'abord apaiser les gens, leur montrer que vous ne venez pas leur imposer quelque chose qui sera très difficile à porter. Et petit à petit, vous êtes obligés, vous rescapés, de trouver encore les moyens de faire appel à une certaine écoute. Merci beaucoup, Félicité Diamancourt, pour l'intervention. Florent Piton, vous êtes jeune chercheur français et nous aimerions essayer de comprendre quelle a été votre approche en tant que chercheur du génocide des Tutsis au Rwanda et peut-être quels sont aussi les enjeux de la recherche pour demain, puisque nous sommes dans une conférence qui s'intitule « Quel savoir pour demain ?» Il s'agit aussi de quel savoir la recherche permet d'acquérir. Merci. D'abord, merci aux organisateurs et aux organisatrices de cette journée, de l'avoir organisée d'abord et de m'avoir convié à y participer. Peut-être pour commencer, en quelques mots, je voudrais préciser que la recherche sur le génocide des Tutsis, dès le génocide lui-même, pouvait s'appuyer sur un certain nombre d'acquis antérieurs au génocide. Et je songe, par exemple, je pourrais en citer d'autres, mais je songe par exemple aux travaux de Jean-Pierre Chrétien, qui, à partir des années 70, des années 80, déjà avait travaillé la question de l'ethnicisation, de la racialisation de la société rwandaise. Et donc on avait bien ces outils intellectuels qui permettaient de se saisir de ce qui se déroulait au Rwanda. Et si je m'en tiens à ce registre de la recherche, Jean-Pierre Chrétien, par exemple, encore une fois lui-même, dès avant le génocide, a, j'allais dire, tenté de lancer quelques alertes. Je songe par exemple à l'article dans Politique africaine en 91 sur les 10 commandements des Bahutus, dont on a parlé tout à l'heure. Je songe aussi à la tribune qu'il fait paraître dans Libération à la fin du mois d'avril, où il évoque ce nazisme tropical au Rwanda, tribune qui ensuite donnera lieu en 95 dans le XXe siècle un article d'envergure sur cette question. Et puis les années 90, ce sont aussi des années de profond renouvellement historiographique dans les travaux sur la Shoah. Et donc, encore une fois, on était dans un cadre intellectuel où on avait bien des outils scientifiques qui permettaient de saisir ce qui se déroulait au Rwanda. Alors bien sûr, dans les premières années, après le génocide, on a déjà quelques travaux qui ont émergé. Je ne vais pas tous les citer, ça n'est pas l'objet. Ce que je voudrais dire ici, c'est que il y a peut-être sans doute eu, en France notamment, dans les années 2000, une nouvelle génération qui a émergé autour notamment, pas exclusivement, mais essentiellement malgré tout de l'EHESS, génération qui utilise les outils de l'anthropologie historique dans une forte dimension comparative avec les autres génocides du XXe siècle, avec la Shoah, avec le génocide des Arméniens. Alors c'est sans doute lié, ce contexte, au soutien. Encore une fois, ce n'est pas la seule raison, mais au soutien apporté par toute une série d'institutions. Je me permets ici de citer le mémorial de la Shoah et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui organise des expositions, c'est encore le cas cette année, qui finance les jeunes chercheurs. Je peux d'autant plus le dire que je suis moi-même financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah cette année,
et qui intègre, là je songe au mémorial, le génocide des Tutsis dans ses politiques de formation à destination des enseignants du secondaire. Donc on a comme ça toute une série de travaux à partir de la fin des années 2000, dans leurs premiers aboutissements, je dirais, sur les politiques mémorielles et les pratiques mémorielles, pas que les politiques mémorielles d'ailleurs, sur les participations féminines, sur les processus judiciaires au Rwanda et à l'échelle internationale. Donc ça, c'est pour un premier volet. En revanche, en tout cas jusqu'à récemment, les choses sont un peu en train de bouger. Il y a eu assez peu de travaux ancrés dans les études africaines, alors même que les chercheurs avant le génocide, par exemple Jean-Pierre Chrétien, était bien quelqu'un qui était ancré dans les études africaines. Et pourtant, il me semble que les outils intellectuels forgés par les études africaines fournissent aussi des perspectives utiles, pertinentes, pour traiter le génocide des Tutsis. Ça ne veut pas dire que ces deux approches, elles sont concurrentes. Bien entendu, ce serait absurde de présenter les choses ainsi, mais elles sont incontestablement complémentaires. Alors pour répondre directement à votre question, je ne vais pas faire un état de ce qui doit être fait, parce que ce n'est pas mon rôle, et je n'ai pas particulièrement envie de me poser dans ce rôle-là, mais je me permets ici, en quelques minutes, de dresser quelques pistes, quelques hypothèses de travail qui me sont en fait sans doute très personnelles et qui sont liées à ce que je fais moi-même. D'abord, pour comprendre le génocide des Tutsis, il me paraît important de se replacer, toujours si j'ose dire, dans le temps long. Évidemment, ce que je dis là n'est pas complètement nouveau. Je me permets de citer encore une fois un ouvrage qui est celui de Jean-Pierre Chrétien et de Marcel Cabanda, publié en 2013 sur l'idéologie hamitique, qui est en fait un ouvrage qui reprend plusieurs décennies de travaux et qui est plutôt disert sur les discours, bien sûr, et sur leur mutation, et puis aussi sur les épisodes de violence anti-Tutsi antérieurs au génocide, depuis en réalité 1959. Et cette histoire sur le temps long, elle me paraît, qui s'intéresse autant au discours qu'aux pratiques de violence, c'est ça qui me paraît important, elle est importante car elle permet de contrecarrer toute une série d'analyses qui tendent à désidéologiser le génocide et les massacres, au nom d'une lecture strictement situationnelle. Et là, je vais prendre pour le coup beaucoup plus de distance avec les travaux de Scott Strauss qui ont été cités tout à l'heure, qui expliquent que l'on aurait tué par peur, par contrainte, peut-être par opportunisme, mais sûrement pas par haine. Je mets ce terme entre guillemets, il est un peu difficile à manier pour un historien, mais sûrement pas par haine donc des Tutsis en tant que tels. Alors bien sûr, les liens entre le racisme, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, et les tueries, doivent être explicités, méritent d'être explicités. Il n'est pas mécaniste, ça je suis complètement d'accord avec cela. Et on manque par exemple de travaux sur la manière dont le racisme circule au sein de la société rwandaise. On connaît assez bien comment le racisme est professé dans la presse, dans les médias, dans les livres lus par l'intelligentsia à Kigali. On connaît un peu moins le racisme tel qu'il est formulé, vécu sur les collines rurales. On manque par exemple de travaux sur les lieux de formalisation de ce racisme, les cabarets, les marchés, l'école également. Mais, et c'est cette posture en réalité chez Scott Strauss, hein, j'y reviens, qui me paraît critiquable. Je pense qu'on peut s'inscrire en faux contre les analyses qui, au prétexte de ce que les tueurs n'étaient pas au fait de tel ou tel texte de la littérature extrémiste, par exemple le manifeste des Bahutus, dirait ne pas connaître, ou tueurs affirmant qu'ils n'écoutaient pas la RTLM, ça ne signifie pas qu'ils n'agirent pas par racisme anti-Tutsi. Le racisme circule par d'autres moyens que ces textes ou la seule radio, le oui-dire, la rumeur, par exemple. Donc que les tueurs n'agirent pas seulement au nom de ce racisme, c'est un fait entendu. On est évidemment tous, je suppose, d'accord là-dessus, mais il me paraît absolument impossible d'évacuer radicalement cette motivation, qui au contraire me semble centrale. Et donc, étudier le temps long du racisme, des violences, peut sembler un des moyens particulièrement efficaces pour redonner la place à cet arrière-plan idéologique incontournable.
Et là encore, le lien entre les discours et les pratiques, il faut le réinterroger en permanence. Il n'est pas systématique et linéaire. De la même façon que tout le travail en historien consiste à éviter toute forme de téléologie, de ne pas considérer que les choses sont déjà écrites, de tenir compte également des différenciations sociales, des différenciations géographiques qui existent. On en a parlé par exemple tout à l'heure avec Boutaré. Mais voilà, le temps long permet aussi de redonner sa place à cet arrière-plan idéologique en saisissant la variété de nuances. Alors, je vais terminer là-dessus pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Donc, je voulais évoquer d'abord le temps long et l'échelle sur un deuxième plan de parcours de recherche, aussi encore une fois parce que c'est ce que je fais moi-même. L'échelle locale est un angle sans doute privilégié parce qu'elle offre précisément la possibilité de suivre des parcours individuels et des parcours collectifs en situation, ancrés dans une situation très concrète. Et depuis une dizaine d'années, l'historiographie avance beaucoup par monographie, souvent extrêmement fine, en France, en Belgique, au Rwanda également. Je vais me permettre de citer quelques noms. Alors certaines de ces monographies privilégient la longue durée. Ça va être le cas de quelqu'un comme Emmanuel Viré, de Jean-Paul Kimonio, de Philibert Gakwenzire, de Charles Kabwete-Mulinda, par exemple. Et puis vous avez d'autres monographies, le terme n'est pas un gros mot, monographie, centrées davantage sur le temps court du génocide, ce qui ne signifie pas que leurs auteurs ne puissent pas dans la profondeur historique. Et là, je songe à Hélène Dumas, bien entendu, à Faustin Mutembesa, également à Ornella Rovetta, à partir des sources du TPIR, ou à Paul Rutali-Siré, dans ses travaux, qu'il n'a pas mené seul d'ailleurs, sur Nialou Bouillet. Alors voilà, je termine là-dessus pour ne pas dépasser mon temps, mais il me semble que c'est, par exemple, à ce croisement-là, l'histoire locale et l'enchâssement des temporalités que l'historiographie du génocide des Tutsis a progressé et continue, peut-être, j'espère, à progresser encore aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Florent Piton. Alors maintenant, un parcours tout à fait différent du vôtre, celui de Bernard Mongiante. Vous êtes donc réalisateur et vous revenez tout juste de ce voyage au Rwanda avec une classe de première STMG du lycée Thierry Monnier de Nice. Et on aurait aimé un peu vous entendre parler de votre initiation au génocide du Rwanda, mais aussi de la façon dont vous traitez le génocide dans votre travail de réalisateur. Merci beaucoup Gabriel et merci à tous les organisateurs de cette journée. Je suis assez intimidé par le fait de m'exprimer dans une enceinte académique, c'est pas mon habitude, et en plus d'habitude quand je m'exprime en public c'est avec un film à côté ou derrière, et là c'est un petit peu étrange comme situation. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas été initié au génocide des Tutsis, et je n'entends surtout pas le traiter, mais en revanche, voilà, c'est dans mon parcours quelque chose qui correspond à d'autres travaux que j'ai pu faire auparavant, puisque j'ai débuté mon parcours de cinéaste en faisant un film il y a 30 ans sur les camps français, sur les camps d'internement et de concentration français, le camp d'Émile, le camp de Gurs et d'autres, enfin les camps de la zone sud en particulier, qui à l'époque étaient relativement absents des écrans radars. Je crois que les historiens ici présents pourront me abonder dans mon sens, puisqu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est venu... qui s'est présenté un peu sous les atours du devoir de mémoire, du fameux devoir de mémoire, mais que j'ai essayé d'aborder autrement. Alors, je profite de l'occasion qui m'est offerte, puisqu'il s'agit ici aussi de production de connaissances et de savoir, pour, avant de revenir plus directement au Rwanda, peut-être dire quelques mots sur ce que c'est, à mes yeux, que le documentaire. Parce qu'on assiste souvent, on voit souvent des documentaires, propager des conceptions du documentaire qui en font une sorte d'appendice d'autres savoirs qui sont produits par ailleurs, et où souvent on voit des films qui sont de purs véhicules, qui sont des instruments de transmission audiovisuelle de savoirs déjà constitués par ailleurs, soit par la recherche historique, soit par la sociologie, soit par l'enquête journalistique, etc. C'est pas du tout ma conception des choses.
Et je ne dis pas que ce soit pas bien de faire ça, mais moi, disons que je me situe du côté d'un cinéma documentaire qui est une démarche de connaissance dont je pense qu'elle a une singularité, qui est justement d'aller chercher ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on ne sait pas encore. C'est plus d'ouvrir des questions, pas d'apporter des réponses. Et je disais souvent à mes étudiants à la FEMIS ou ailleurs, je leur citais toujours la phrase de Nicolas Bouvier dans l'usage du monde, et qui peut s'appliquer très bien au film documentaire. On croit qu'on va faire un voyage, et c'est le voyage qui vous fait ou qui vous défait. Et c'est exactement ça. Je pense qu'on pourrait l'appliquer aussi au voyage que je viens de faire avec les lycéens là au Rwanda. Voilà, donc pour moi le cinéma documentaire, c'est quelque chose qui est là pour susciter plutôt l'inconfort et les questions, et certainement pas pour apporter des réponses. Alors pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure avec les lycéens de Nice? Alors là, je bascule presque dans le film militant, parce que je pense que l'entreprise, donc pour résumer en 2 mots, il s'agit de 5 professeurs, 5 femmes assez extraordinaires dans un lycée à Nice, dans un quartier en périphérie de Nice, qui mènent depuis 5 ans un travail avec une classe de première STMG. Alors STMG, c'est Sciences et Techniques du Management et de la Gestion. Autant dire que ce n'est pas une filière d'élite, ce sont des jeunes qui sont plutôt en difficulté, voire en échec scolaire. Et vouloir associer les 5 disciplines français, droit, histoire, gestion, et il y a un professeur documentaliste aussi, pour les faire travailler sur les 3 génocides juridiquement reconnus du XXe siècle et leur rôle de citoyen dans tout ça, il faut avoir le courage de s'y coller. Donc, et alors cette année en plus, non contente de les faire travailler sur Petit Pays de Gaël Faye, qu'ils ont étudié consciencieusement et avec beaucoup d'enthousiasme, et de les faire travailler sur les matières du programme, il y avait ce fameux voyage au Rwanda qui était une entreprise incroyable. Alors, que moi j'ai abordé avec pas mal de questions et d'inquiétudes, parce que je me demandais ce que ça allait faire, 20 gamins lâchés comme ça au Rwanda. J'avais une amie rwandaise, que certains ici connaissent sans doute, Assumpta Mugirazena, qui est psychologue, qui me disait « mais c'est quoi ce truc? Il ne faudrait surtout pas tomber dans un tourisme du génocide et tout », ce avec quoi je suis 100% d'accord. Et cette expérience a été quand même très enrichissante. Je crois que les gamins sont revenus transformés. Pourquoi? Parce que ça leur a permis... Alors, ils s'étaient préparés, bien sûr, hein, ils avaient eu des cours sur le génocide, ils avaient eu des lectures, ils avaient eu des films, enfin bon, on a fait des ateliers là-dessus. Mais bon, une fois sur place, je crois que ça leur a permis d'appréhender les choses de façon assez globale, à leur niveau, bon, qui est quand même relativement rudimentaire, hein, ils sont évidemment ni historiens, ni chercheurs, mais de resituer les connaissances qu'ils pouvaient déjà avoir dans une expérience globale de l'approche d'un pays. Et dans les rencontres aussi avec des Rwandais et des rescapés, ou pas d'ailleurs, du génocide. Je pense en particulier à la journée qu'on a passée à Murambi, ce lieu dont on parlait tout à l'heure, qui est un des mémorials les plus durs à aborder, surtout pour des jeunes gens, hein, ils ont 16 ans, 17 ans, c'est pas... Et bon, on les a préparés, vous n'êtes pas à Murambi, c'est un mémorial, donc il y a une colline où il y a eu plus de 50 000 morts dans un massacre gigantesque, et où la muséographie qui a été choisie par les instances rwandaises compétentes a été de conserver les corps. Si vous voulez, pour vous donner une image, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez ce que c'est, les corps qui ont été conservés à Pompéi, saisis par la pluie de cendres. Bon, là, c'est et la même chose et pas la même chose. Ce sont des corps qui ont été conservés dans les postures de terreur et d'agonie, conservés dans la chaux. Donc, évidemment, c'est un spectacle absolument insoutenable. Et on avait donc préparé les enfants, vous voulez y aller, pas y aller, vous n'êtes pas obligés, si vous n'y allez pas, si vous ne voulez pas voir, c'est pas parce que vous êtes des lâches ou que ça ne vous intéresse pas, vous êtes libres. Bon, la plupart y sont allés, bon, ça a donné lieu bien sûr à des crises de larmes, sanglots, enfin effondrement émotionnel, etc. Et je pense que c'était extrêmement... Bon, moi j'étais très très mal à l'aise pour filmer ça, et c'est là aussi, vous voyez, quand je dis cinéma, démarche de connaissance, c'est qu'on est là, plus ou moins protégé par sa caméra, en train de se dire qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je filme, qu'est-ce qui se passe là sous mes yeux que je ne connais pas et qu'eux ne connaissent pas.
et que personne, avant cet instant, n'a réellement connu. C'est quoi ces larmes, sur quoi pleurent-ils, etc. Et quand après, j'ai vu certains de nos élèves dans les bras de rescapés qui étaient là, en train de sangloter ensemble et tout, j'étais extrêmement mal à l'aise, parce que je repensais toujours à cette histoire de tourisme du génocide, je disais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quand on a cherché un petit peu plus loin, j'ai l'impression, et ça nous a été dit par les personnes eux-mêmes, donc c'est pas moi qui l'invente, qu'il s'est produit là quelque chose qui est de l'ordre de ce que je recherche justement dans le cinéma documentaire, c'est de faire comprendre ce genre de choses. C'est une communication entre des personnes qui a priori n'étaient pas faites pour se rencontrer. Et j'ai entendu une femme, donc une dame rwandaise, nous dire que c'était très important pour elle de voir que ces jeunes filles françaises, il se trouve qu'elles étaient d'origine africaine, mais peu importe, je pense, étaient pleurées aussi sur leur douleur à elles, et qui avaient cette reconnaissance de la douleur de l'autre, et qui était extrêmement importante pour elles. Alors, c'est pas à moi de juger, et je pense que c'est une approche évidemment différente de ce qu'ils peuvent avoir dans le livre et dans les... Voilà. Et j'ai pu comparer, alors tout ça pour dire que cette semaine au Rwanda pour ces jeunes a été quelque chose d'incroyable. Ils sont tous revenus bouleversés, transformés, au dire même des professeurs qui les ont eus la semaine d'après en classe. Et le hasard du calendrier a fait que 3 jours après notre retour du Rwanda, nous étions avec eux à Auschwitz. Donc programme, voilà. Je dis le hasard du calendrier parce qu'il s'agit de ces voyages scolaires organisés par le mémorial de la Shoah en partenariat avec les régions, là en l'occurrence la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous savez, les professeurs présentent un dossier, font acte de candidature, et s'ils sont sélectionnés, il y a une date. La date qui est tombée, c'était 3 jours après le retour du Rwanda. Donc inutile de nous dire que les jeunes sont partants en disant, vous savez, nous, après une semaine au Rwanda, à Auschwitz, franchement, ça les faisait un peu rigoler, entre guillemets. Et, sauf qu'une fois sur place, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur, justement, la transmission de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est-à-dire que, alors, d'un côté, je trouve extraordinaire la façon dont le mémorial organise ses voyages, et d'un autre côté, le rythme trépidant, si on peut dire, de la visite à Auschwitz, c'est départ 4h du matin, retour à minuit, le vol Nice-Cracovie, 1 heure de bus, arrivé, et le matin on fait Auschwitz, et l'après-midi Birkenau. C'est assez... là aussi, il y a une sorte de violence presque du dispositif mémoriel qui fait qu'on peut se demander, justement en comparant avec le voyage au Rwanda, moi je me suis beaucoup interrogé sur les conditions physiques de réception d'une expérience par des jeunes esprits comme ça, confrontés à une visite d'Auschwitz au triple galop. Alors déjà que c'est très difficile, Auschwitz c'est beaucoup plus loin que le Rwanda. Si on dit au Rwanda, ils avaient des témoins, ils avaient des lieux, ils avaient des objets. Là, Auschwitz, c'est quand même assez différent. Et le fait de ne pas avoir le temps de pouvoir même repeupler par l'imagination à partir des connaissances qu'ils ont pu avoir, de la préparation qu'ils ont pu avoir avec leurs profs, repeupler ce qu'ils avaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le temps. Donc voilà, je suis sorti de là avec encore plus de questions qu'on en avait. Et d'ailleurs, le guide nous répétait que quand il visite avec des témoins, il y a une dame qui fait souvent les voyages avec les élèves, qui s'appelle Ginette Kolinka, qui est une des dernières survivantes. Elle, quand elle est à Auschwitz, elle ferme les yeux pour parler. Elle ferme les yeux parce qu'elle dit que ce qu'elle voit n'a rien à voir avec ce qu'elle a vécu. Donc pour pouvoir raconter, même quand elle est sur place, elle ferme les yeux pour raconter. Voilà. Et ça a beaucoup impressionné les... Ça, par exemple, c'est un truc qui a fait un déclic dans le... Voilà. Voilà, donc on est en chantier avec ce film, entre guillemets, militant, parce que je pense que le travail que font ces profs à Nice, là, on ne peut pas le prescrire, parce que ça demande un engagement quotidien, c'est du matin, midi, soir, elles y passent leur vie pour porter ce projet à bout de bras. Mais si on arrivait à le populariser, et même il ne s'en ferait que le 10e dans de nombreux établissements, ça serait assez extraordinaire. Le but de ce film. Merci beaucoup, Bernard Mongeau. Vous aussi, vous transmettez vos savoirs, vos expériences sur le génocide et sensibiliser le public à travers l'art. Vous êtes chanteur, vous êtes aussi écrivain, et vous venez aussi de...
Oui. Ah, je vous ai coupé. Oui, oui. Et vous venez aussi donc de terminer le tournage, ou presque terminer le tournage du film de votre livre Petit Pays. Donc vous abordez la transmission sous plusieurs aspects. Il y a une petite chose qui nous a interpellé dans votre chanson À France, vous écrivez « Des fois je me demande si j'ai un devoir envers l'Afrique. Je pourrais fermer les yeux, une femme, des gosses et garder mon fric. Je crie mes origines car c'est comme ça que j'existe. » Est-ce que vous pourriez vous aussi revenir peut-être sur votre expérience personnelle et sur la manière dont vous souhaitez transmettre? Bonjour à tout le monde, merci. Alors, si j'ai commencé à écrire, donc je pense que c'est parce que je n'ai rien compris à la première partie de ma vie. Mon père est français, il est arrivé en vélo au Burundi. C'était un hippie, un beatnik. Il a rencontré ma mère, une Rwandaise, réfugiée, qui avait dû fuir le Rwanda au début des années 60. Mais tout ça ne m'a pas du tout été transmis, on ne me l'a pas raconté. Ma mère est partie très tôt, ne nous a pas appris sa langue, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, mais je n'ai pas pu apprendre le Kirundi ni le Kinyarwanda. Donc j'ai grandi au Burundi avec un père français à Bujumbura, dans une ville assez francophone. Donc mon rapport à la langue était assez étrange, parce que même lorsque je me rendais dans ma famille rwandaise, je ne pouvais pas véritablement échanger avec ma famille, parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et donc la question de l'identité est venue me violenter à partir de 1993, au moment de l'assassinat du président Dadaye, le premier président élu démocratiquement au Burundi. Parce que bon, moi je me ressentais simplement comme un enfant de Bujumbura. On m'appelait Muzungu dans la rue, c'est-à-dire le petit blanc, mais bon, à part ça, je n'avais pas vraiment conscience de qui j'étais. Et là, a commencé à se créer un discours autour de moi que je n'ai pas compris, c'est-à-dire que certains me reprochaient le fait d'être Tutsi, donc un mot que, encore une fois, qui pour moi c'était un mot comme, je sais pas, en France on dit un breton, un auvergnat, j'entendais bien ces mots-là, ou tout Tutsi, mais n'avaient pas de réalité. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne disait pas aux enfants, hein. Même mes copains burundais ou rwandais n'avaient pas conscience de cela. Donc il y a d'abord eu donc cette accusation d'être Tutsi, et ensuite une accusation d'être français. Je me souviens qu'à partir de 1993, donc quand on allait se faire couper les cheveux au marché avec les copains, on me disait dis pas que tu es un métis. Dis que tu es un métis de la région, parce que si on apprend que tu es métis, on va voir comme t'es grand, t'es maigre, on va se dire que tu es Tutsi, donc dis que t'es malgache. Voilà, donc j'ai passé mon temps dans les rues du Bujumbura à dire que j'étais malgache. Et donc ça c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre, et surtout il y avait le silence des adultes autour de moi qui nous expliquaient rien. Et ensuite, en arrivant en France, j'ai voulu discuter de ces choses-là avec ma mère, qui elle-même avait son vécu, son passé d'exilée, également elle avait dû fuir le Rwanda, elle avait vécu dans le Bugesera, où sa famille avait été envoyée. Donc, et donc il y a eu une fin de non-recevoir dans la discussion. Très rapidement, elle m'a dit tout ça c'est du passé, avançons, n'en parlons pas. Et c'est vrai que même lorsque, en 1994, il y a le génocide, je suis encore dans la région, et on n'utilise pas le mot génocide, on dit les événements. Donc si j'ai commencé, j'ai compris bien après qu'on disait les événements. En plus, dans mon quotidien, les gens que je voyais être violents,
les gens qui tuaient, c'était les Tutsis. C'était les jeunes Tutsis de Bujumbura qui tuaient des Hutus. Quand on était à Bujumbura, c'est ce qu'on voyait au carrefour, dans le quartier. Donc c'est vrai que Hutu-Tutsi, finalement, pour moi, c'était un peu un jeu égal. C'était une guerre dans la région, et j'avais pas du tout conscience de la réalité de mon existence, de mon identité. Alors, en arrivant en France, il y a eu une nouvelle chose, c'est que d'un coup je devenais noir, alors que j'avais été blanc toute ma vie. C'est vrai que tout ça était assez brumeux. Je vivais, c'était pas les gorilles dans la brume, c'était Gaël Faye dans la brume. Je ne comprenais pas vraiment très bien la position qui était la mienne. Il y avait ce silence des adultes autour de moi. Et si j'ai commencé à écrire, je crois que c'était ça. C'était pour ça, c'était pour m'expliquer tout cela, et peut-être aussi pour rassembler une forme d'identité éparse. Je me sentais vraiment éclaté en 1000 morceaux, et que l'écriture était le seul endroit où je pouvais redonner une forme de cohérence. Et puis comme je n'avais pas l'écoute des adultes, ni même des camarades de classe, effectivement, l'écriture c'était une manière de dire ce que les autres ne voulaient pas entendre. Et si j'ai pu aussi comprendre, c'est que j'ai assisté en 2000 à une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94. Et d'un coup, l'histoire de ma propre famille m'est apparue de façon limpide. Donc j'aurais voulu avoir des romans qui m'expliquent toute forme, mais je n'avais pas accès à tout ça. Alors j'ai lu des récits de rescapés, mais ils étaient très loin également de ma propre réalité. Et c'est vrai que le récit de rescapé a ceci de particulier, c'est qu'il est j'ai cette histoire en moi, mais il y a un mur qui se crée forcément par le niveau de violence dont il est question. Et je crois que la littérature, aussi les chansons, pour moi, étaient plutôt une façon d'apaiser la relation, de permettre de faire comprendre, de faire sentir. Je voulais vous lire un petit poème que j'ai écrit au moment de la 20e commémoration. Peut-être pour dire comment je ressens le génocide, et comment je trouve qu'il y a comme une incapacité lorsqu'on, comme moi, on fait de la poésie, ou on tente d'écrire des chansons ou des romans, d'arriver à dire. Je ne suis pas sûr que la littérature puisse dire quoi que ce soit. Les récits de rescapés sont là, mais alors je dis ça dans ce poème. Bâillonner les poèmes, on n'écrit pas la mort affreuse, la violence inouïe, la spirale du feu, le déluge d'acier, les vents mauvais, les canines limées du diable et les ricanements de Dieu. Bâillonner les poèmes, on n'écrit pas les enfants en charpie, les bébés pilés au mortier, les pieux enfoncés dans les femmes, les vieillards écartelés, les gesticulations des agonisants, les crépitements des flammes sur la peau, les chairs labourées au gourdin, les tendons sectionnés à la machette, les fosses débordant d'un limon de sang et de boue, les orbites évidées, les bras sans les mains, les pieds sans les jambes, les têtes sans les corps, le monde sans la raison. Bâillonner les poèmes, on n'écrit pas les momies saupoudrées de chaux, les ossements empilés, les fagots de fémur, les copeaux de crâne, les pierres tombales invisibles, les gerbes de fleurs inutiles, la solitude des survivants, leur cœur en lambeaux,
emmurés dans des cauchemars impossibles à guérir. Bâillonner les poèmes, ceux qui se regardent écrire, avec leur effet de manche, leur figure de style, leurs rimes plates, leur césure, leur lyrisme et leurs pieds à compter du bout des doigts. Bâillonner les poèmes, qu'ils se taisent, qu'ils se taisent, qu'ils se taisent, afin qu'il ne reste qu'un silence de mots. C'est ce que disait tout à l'heure Béatin en citant Semprin m'a beaucoup interpellé. Le silence que peut permettre aussi la littérature, ce moment où on peut se sentir happé par une expérience qui est lointaine de nous et qui d'un coup nous appartient. Dans le mail que vous m'avez envoyé, vous parliez également de la nouvelle génération. Vous aviez des questions sur la nouvelle génération. Et si moi j'ai des rêves, c'est peut-être ça, c'est que nous écrivions nos vies avec nos mots, que nous n'attendions pas les autres pour l'écrire. Alors j'ai ce texte également, de circonstance. C'est la nuit à Kigali, je danse à cloche-pied sous un ciel atteint de varicelle d'étoiles. Je hurle à la nuit pour que personne ne s'endorme plus jamais sur les 7 collines de la ville. Je hurle dans le même écho que les criquets, les klaxons et les hurlements des chiens alentour. Sur la piste de danse, je titube sous l'emprise du bonheur. Un filet de musique s'échappe de la pénombre où des clients accoudés à des tables en plastique discutent, s'esclaffent et somnolent. L'air est frais et la vie est telle qu'elle est, ni plus ni moins, avec ses bons et ses mauvais jours. Je ris aux éclats de lune, avec les dents du bonheur, je décapsule des Mutzig pour les boire à la santé du comte Gustav Adolf von Gotzen, depuis ce fameux matin du 2 mai 1894, où ce jeune Allemand de 28 ans, premier Européen à traverser le Rwanda, foula le sol du pays. Il y a eu des quantités de blancs de passage avec des valises pleines à craquer de leurs théories, de leurs fantasmes, de leurs visions, de leur religion et de leurs schémas. Il y a maintenant 25 ans, sur ces collines, l'idéologie née des mythes et des fables des Européens, en empoisonnant le cœur des Africains, s'est muée en génocide. C'était en avril 1994, un siècle presque jour pour jour après l'arrivée du jeune aristocrate allemand. Un siècle pendant lequel furent écrits, publiés et enseignés un tas d'inepties et d'histoires mélangeant Bible et science, auxquelles une majorité de Rwandais a cru, au point d'exterminer d'autres Rwandais désignés coupables. Depuis, les vivants ont la tête encombrée de morts. Depuis, le poète peine à écrire sur la fleur qui éclot et le chant de l'oiseau sur sa branche. La nature a elle aussi joué son rôle coupable. Elle a fait disparaître les corps. Les animaux se sont repus, les fleuves ont englouti, le vent et la pluie ont érodé, le végétal s'est fertilisé, ne laissant qu'un sédiment de crânes, de fémurs et de vêtements pour que quelques survivants puissent éventuellement identifier les leurs en reconnaissant ça et là le pagne ou le t-shirt du dernier jour. Je peine à écrire sur tout autre sujet qu'1 million d'innocents exterminés dans l'indifférence la plus totale du monde moderne. Je voudrais redonner un visage aux disparus, ne pas les enfermer à tout jamais dans les caveaux de l'amnésie. Les mots sont dérisoires, et pourtant il faut bien, il faut essayer. Faire advenir un peu d'espoir, c'est livrer le seul combat qu'il nous reste pour continuer à trouver un sens dans cette course contre les ténèbres. Je repense à ceux-là qui ont existé, qui avaient leurs yeux pour voir et leurs poumons pour respirer, leurs lèvres pour embrasser, pour prononcer les paroles essentielles, pour chanter les berceuses immuables, et leurs mains pour caresser la peau de l'être cher et de l'écorce de l'arbre. Je veux redonner un visage humain à chaque disparu, ne pas le figer dans sa dernière agonie. Je veux réécrire les vies. L'histoire, oui, mais leurs histoires, les petites, où sont-elles? Leur vie faite de rien, de leurs ennuis, de leur train-train, qui les écrira?
N'attendons plus la machette, le gourdin, la calache, la grenade, la mine, le pneu autour du cou pour nous raconter. N'attendons plus les apocalypses de fin de siècle pour nous révéler. Ne laissons pas la mort écrire nos vies. Où sont-elles les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l'après-midi derrière les moustiquaires troués, les conversations insignifiantes au kiosque, assis sur un casier de bière, les rires sous l'avocatier, allongés sur la natte à manger des mangues vertes trempées dans du gros sel, et le nom du chien de la voisine, et les premières dents de lait des enfants, et le scoutisme le dimanche, et les termites les jours d'orage, et les jacarandas en fleurs le long des boulevards, et les histoires d'amour. Oui, toutes les histoires d'amour, où sont-elles ? Où sont les livres sur leur vie sans embâge? Où sont les écrits sur l'Afrique sans cris et sans pleurs? Le malheur parle fort et fait des grands gestes d'agent de trafic aérien pour masquer les petits bonheurs aussi discrets qu'une fille de bonne famille. N'attendons pas seulement de pleurer pour nous répandre d'encre. Écrivons aussi de suite les jours d'avant nos tragédies, les pauses entre nos folies. Libérons les égarements de nos joyeux imaginaires pour nous rappeler à nous-mêmes ce qui fut et ce qui est souvent. Car c'est ce qui doit rester aussi, pour conjurer un minimum tous ces morts prématurés, pour redessiner des silhouettes d'humains debout. Debout, pour ne pas être résumés à un tas de chiffres couchés dans un tableau de statistiques. Tout ce qui fut sera, pour peu qu'on s'en souvienne, disait Aragon. J'habite dans de beaux draps, je réclame des baisers et des sourires aux voix qui m'entourent. Ce soir, la musique m'enveloppe et me réconforte. Je danse à en perdre haleine, j'additionne la somme de mes rêves et je répète à qui veut l'entendre, tout ce qui fut sera, pour peu qu'on s'en souvienne. C'est la nuit à Kigali, dans un bar à ciel ouvert, j'espère qu'un jeune poète ivre voudra réinventer sa langue. C'est la nuit à Kigali, un jeune poète fête ses 25 ans. Merci beaucoup Gaël Faye. Sur ce besoin personnel d'expression, Charles Benumana, vous racontez dans votre témoignage les conditions dans lesquelles vous avez assisté au génocide dans votre village et comment vous avez survécu. Donc à quel moment s'est imposée pour vous la nécessité d'écrire et de transmettre? Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ici dans les blocs universitaires pour vous parler un peu, je dirais un peu parce que c'est peu de temps, de cette histoire d'un enfant de 12 ans qui va survivre un miracle. J'étais enfant de 12 ans, membre d'une famille de 8 enfants vivants et mes 2 parents. C'est au centre du Rwanda, au sud du pays, à Gitarama. Le génocide déroule sur nos collines après ce fameux discours que Marcel a évoqué tout à l'heure. Et moi, personnellement, j'ai fait des études de génocide au niveau master et j'ai travaillé sur ce discours qui m'a fait un orphelin qui a perdu tout et aussi un témoin qui doit vous dire qu'il a été désigné le dernier à être exterminé. Sur nos collines à Mayenzoué, moi je parle dans le livre qu'il était un paradis comme les autres s'ils existaient. Le pays que je connaissais bien, c'est Mayenzoué. Autre, c'était la radio. Nos amis, nos voisins, que je considérais comme membres de famille aussi, et autour de Mayenzoué, ils étaient tous nommés Badanga au sein de l'administration locale, notre commune de Tamoué.
où chacun qui passait au bureau communal, on lui demandait son origine. En dès qu'il vient du secteur Mayuzwe, il était considéré comme Mudanga, ça veut dire un Tutsi de notre clan, bien lignage chez nous. Ils nous ont rassuré une sécurité totale, une protection contre l'extérieur qui va nous attaquer. Mais après ce discours d'appel au travail, ils ont tous fui, ils nous ont quittés, ils se sont allés s'organiser pour nous exterminer. Il arrive le 24 avril, et là-haut, ce jour-là, je vais perdre mon père, et sous mes yeux, avec mon oncle fidèle. Nous trois, nous avons monté la colline qu'ils avaient baptisée Calvaire. Le Calvaire, ils ont décidé de les tuer, les deux, par le gredin. Et à mon tour, moi, j'ai demandé à un pardo de me tuer à la machette. Le pardo à la machette a fait un miracle pour que je témoigne aujourd'hui. Le chef de milice, cette milice, il va décider que je sois le dernier à être exterminé après l'extermination de tous les Tutsis de Mayuzwe. Donc je vais vivre tout le génocide tout le temps avec eux, et je vais même servir comme un esclave dans son enclos. C'est un témoignage d'un enfant de 12 ans qui vient de paraître. Ce n'est pas un ajout, mais plutôt un autre témoignage. Un témoignage qui vient de se lancer il y a 25 ans, que notre pays a basculé dans un génocide que je ne croyais pas qu'il va exister, un génocide planifié, un génocide bien financé par les superpuissances, surtout ceux qui sont considérés amis du Rwanda, y compris votre pays, la France, mais pas un pays comme un pays, mais un cercle restreint au sein de l'administration centrale, des amis parmi les amis qu'on avait évoqués avant. Il y a 25 ans, que moi personnellement, je me croyais mort. Chez ce maître qui m'a pris chez lui, après ma mise à mort, maintes fois, il veut assister à mon exécution jusqu'au bout. Il y a toujours les tentatives de me tuer, mais il va les empêcher parce qu'il dit que son plan n'est pas atteint, son objectif n'est pas à la fin. C'est jusqu'à ce que le FPR arrive et que je vais survivre et que je viendrai témoigner ici en France et rencontrer Daniel Loscornet à Dieulfi, en Ardèche, et que je lui demandais de m'aider à mettre sur des papiers ce témoignage pour dire au monde entier que je vis toujours, que je suis le signe d'un dernier Tutsi à exterminer, que je veux vivre une vie et que je suis aussi un messager de la jeunesse rwandaise qui veut reconstruire un pays. Merci. Merci beaucoup Charles Abonimana pour votre témoignage et merci à tous pour ce premier échange. Avant de poursuivre sur la discussion latérale, nous tenions nous aussi à vous partager quelques extraits de vos ouvrages, Charles et Félicité, qui nous ont marqués personnellement. Bernard Mangeant, quand on vous a rencontrés pour essayer de préparer cette journée, vous nous aviez dit « ce sont des petits riens qui mettent la puce à l'oreille ». Eh bien, ces témoignages que nous partageons, ce sont aussi nos petits riens à nous qui nous ont mis la puce à l'oreille.
coup, c'est un court extrait tiré du livre de Félicité. Donc, l'ouragan a frappé Nyundo. Et tiré de l'introduction. Oublier, ne pas oublier, témoigner, ne pas témoigner. J'ai mis du temps à entrer dans la grotte de mes souvenirs. Juste après le génocide, j'avais 16 ans. Je voulais oublier, terminer mes études, vivre normalement. J'aurais voulu traverser le temps et l'espace en apesanteur. En réalité, je passais à côté de ma vie. Puis, la panique du souvenir a fait place au désir de comprendre, de témoigner et de ne jamais cesser de m'interroger. Parce que j'ai soudain compris que la parole serait plus féconde que le silence, que le parler vrai serait la seule façon de tordre le cou aux thèses négationnistes qui ont cherché, et cherchent encore, à cacher la réalité du génocide des Tutsis. Témoigner n'est pas facile. On a l'impression de déposer un fardeau sur d'autres épaules. En plus, qui me croira? Beaucoup de rescapés gardent leurs secrets ou lisent leurs récits. Je les comprends, mais moi, je voudrais tenter de ne rien laisser de côté, ni en arrière. Chacun détient un fragment de vérité, j'ajoute ici le mien. J'essayerai de parler sans tabou, quitte à me brûler. J'ai rejeté de moi cette part de ma culture qui glorifie la discrétion. Se taire, endurer sans se plaindre, jusqu'à mourir sans protester, non. Parfois, mes émotions me submergeront à force de convoquer des horreurs ou d'oser dévoiler des détails intimes. C'est un risque que je prends. Ce livre vous est dédié, mes chers enfants, à vous et à tous les jeunes, car il existe un lien entre mon histoire familiale et celle du monde. En ce qui concerne l'ouvrage de Charles Abonimana, donc Moi le dernier Tutsi, nous avons choisi un premier extrait qui aborde le rôle salvateur de la pluie. La pluie, ses frappes continuent, sa permanence en séjour, n'arrive pourtant pas à couvrir l'odeur pestilentielle des corps partout en décomposition. Si elle permet de diluer nos traces, elle ne couvre pas la puanteur des charniers. Ainsi, elle n'efface pas les forfaits en cours. Pluie bénie, je sais que tu ne le veux tout simplement pas. Malgré ses ambiguïtés parfois mortelles, la pluie est résolument à nos côtés. Et pas qu'un peu. Il faut voir la taille qu'elle donne au sorgho qui pousse sur la plupart des parcelles de Mayunzwe. Une taille qui n'a jamais été vue auparavant sur nos collines. Plus de 3 mètres de haut souvent. Impossible de me détecter lorsque je me plante au milieu d'eux. Impossible d'y mettre le feu sous le déluge. Oui, béni. Aux saisons sèches, j'aurais été tuée de nombreuses fois. Aux saisons sèches, le programme aurait été rempli dans son intégralité. Il faut voir la taille que cette pluie faramineuse donne aux haricots aussi. Jamais avant on ne pouvait s'y cacher tout entier. Maintenant, on y tient à plusieurs. La famine disparaît. La soif ne nous étreint pas. C'est une extraordinaire saison des pluies. Je lui dois plusieurs vies en cette fin avril, et je sais que ceux qui survivent encore le font grâce à cette désormais légendaire pluie. J'aime l'alternance des pluies et du soleil au Rwanda, les cascades d'eau venues du ciel et la morsure du soleil moins intense que ceux qu'on imaginerait si près de l'équateur. J'aime la luxuriance de tous les vers, la hauteur et la plénitude des avocatiers, la fraîcheur jaune des petites mangues, les palmes des bananiers, les maniocs que l'on peut déterrer. Je sais ce que je leur dois. Mes jeux d'enfants m'ont appris à les connaître, à les goûter, à les croquer. Ils sont mes plus sûrs alliés, maintenant que je n'ai qu'eux et la pluie, qu'ils retiennent et qui les boostent. Puis un second extrait sur la possibilité d'une reconstruction. Il faudra attendre ces dernières années pour que l'Allemagne réunifiée entame de nouveaux procès, démontrant que le principe d'imprescriptibilité dure longtemps. Alors les procès relatifs au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda ne s'arrêteront pas de sitôt. Cette certitude m'habite. Elle repose sur l'une des caractéristiques inséparables d'un génocide. Sa mémoire et sa vérité prennent d'autant plus d'importance que le temps passe, que de nouvelles générations d'historiens et de citoyens s'en saisissent. Non pas seulement afin que justice passe, afin que chaque victime soit reconnue et honorée, mais autant pour que la prévention de tels faits reste du domaine du pensable, du possible. Pour que ce qui se dit là de la conception purement instrumentale de la politique, de la nation, de l'État, puisse enfin être dévoilé, et ainsi peut-être
dépassée. Pour que la perspective de voir se déployer demain un véritable racisme sans race, visant l'autre simplement comme autre, comme surnuméraire, comme rien, ne puisse pas se déployer. Car il ne faut pas oublier qu'après Auschwitz, ni la couleur de peau, ni la religion, ni la langue, ni la culture, ni l'histoire n'ont été cette fois les supports fantasmés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour que l'humanité puisse avoir une petite chance de se poursuivre. Merci. Alors, merci beaucoup Camille et Thibaut pour la lecture de ces extraits. Nous allons maintenant vous poser une question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avant de passer aux questions avec le public. Et cette question, en fait, rebondit un peu sur cet extrait, notamment, et la reconstruction du pays et des peuples après un tel événement. Je pense notamment à vous, Gaël Faye, puisque vous vivez à Kigali, il me semble. Pas cette année. Ah, bon. Voilà. Vous y vivez parfois. Alors voilà, elle s'adresse à tous. Comment reconstruire un pays après un génocide? Et comment reconstruire le Rwanda? Moi, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Merci. Pour répondre à cette question, il faut encore reculer trop loin dans la vie courante de Rwandais, des années, donc des siècles, avant l'arrivée des colonisateurs. Les Rwandais, ils vivaient ensemble. Ce n'était pas vivre en harmonie ou bien côté à côté, c'était juste une vie familiale. Alors, il est toujours un choix de choisir comment vivre. Parce que nous, les Tutsis, nous n'avons pas été tués par les étrangers, c'est juste nos voisins, c'est membres de nos familles. Pour y rester, on ne pourrait pas diviser le pays en deux, en disant ça c'est du côté rescapé et côté génocidaire. Ça c'était impossible. Un pays de 12 millions d'habitants qui doit trancher au moins 3 millions de membres de ce pays envers la justice, vous voyez qu'est-ce qu'on va faire. Alors il nous a fallu un choix et un sacrifice au sein des rescapés. Ce choix-là, c'est de se sacrifier jusqu'à ce qu'on vit côté à côté. Je rencontre mon tueur qui m'a tué en moitié. C'est lui qui a tué mon père, il est là. Alors, je ne peux pas échapper. Sauf si vous nous donnez des cartes de réfugiés à vie. Alors que le Rwanda a voulu donc d'effacer les traces des réfugiés à cause d'une histoire. Ce choix-là, je l'ai épousé et j'ai décidé même d'y rester et de faire une famille. Aujourd'hui, comme fait citer, j'ai 4 enfants. Le cadet a 8 jours aujourd'hui. 4 enfants que je pense et que j'ai l'honneur de dire qu'ils vont vivre, puisque moi je suis le dernier Tutsi, et ils ne le seront pas. Ils seront les Rwandais à l'identité unie et identité nationale. Merci. Merci beaucoup. Oui, Félicité, on veut te rebondir sur ce que vient de dire Charles. Alors, parler de reconstruction en tant que rescapé, c'est quand même un sacré défi. Il faut simplement rappeler que, comme Charles vient de le mentionner, on n'avait pas de choix, puisqu'il fallait cohabiter, il fallait reconstruire le pays. Je pense aussi que nous devions une certaine reconnaissance à nos sauveurs.
c'est-à-dire le FPR qui arrête le génocide. Et je ne sais pas exactement à quel moment le président Kagame l'avait mentionné en disant voilà, nous vous demandons à vous, rescapés, de supporter, puisqu'on n'a pas d'autre choix que de reconstruire le pays. Et donc c'est quelque chose qui se fait d'une façon presque automatique, puisque c'est vrai que vous ne pouvez pas changer de colline, vous ne pouvez pas habiter où vous voulez parce que vous ne pouvez pas voir vos tueurs en face. Et donc on pourrait aussi mentionner le fait que les Tutsis ont quand même depuis longtemps supporté certains supplices. Donc les premiers programmes nous montrent que les années 59, 62, 63 et toutes les tueries qui vont arriver, que les Tutsis ne mentionnent pas vraiment en tant que tel comme génocide. On entend parler de Mouyaga comme un vent. Ils ne savent pas quoi faire d'autre que de passer dessus, que de vivre de nouveau avec voilà, en face le bourgmestre qui a commandité l'assassinat de votre père, et le lendemain vous devez aller à l'école. C'est le maître d'école aussi qui a participé. Donc c'est pas de chance, pas de choix, on fait avec. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Il faut aussi dire que parmi les rescapés, il y en a qui s'accrochent encore à tout ce monde disparu, à leurs collines, et il y a une résilience incroyable dans le monde rescapé. Moi, je suis très contente de vivre en Belgique. Mon frère vit au Rwanda. Et parfois, on se dit... il faudrait observer, peut-être les chercheurs, il faudrait observer quand même quelque chose de particulier chez les rescapés Tutsis. Il y a un manque de haine, de vengeance et tout ça. On fait tellement avec, c'est un poids lourd. Il y en a qui en meurent. Mais c'est comme ça, on n'est pas tué par les étrangers, comme Charles le dit, c'est les voisins. Et tout ce passé de vivre ensemble entre voisins, donc aller demander du sel chez le voisin, c'est pas quelque chose qui s'efface parce que vous perdez tout. On garde un patrimoine culturel que je pense qui permet qu'il y ait ce vivre ensemble. Mais les torts restent là et on fait avec, je pense. Merci beaucoup, félicité. Vincent Duclerc, on vous laisse le mot de la fin de cette matinée. Merci de me passer la parole, et donc je vais me tourner tout de suite vers vous, les étudiants donc du cours de formation commune et donc Camille, à la fois à Sciences Po et à l'ENS, pour vous féliciter. C'est pas terminé, mais ce qu'on a vu ce matin montre votre professionnalisme, votre spontanéité, votre douceur. Vous êtes extrêmement attentif. Enfin, moi, je suis très impressionné par la manière dont ce programme a été conçu et la manière dont vous l'avez mené. Donc mes félicitations et vraiment chapeau bas pour cette belle réussite. On vous applaudit avant. C'est vrai qu'on pourrait remercier la directrice de la formation commune là, qui a souhaité que ce cours d'histoire globale des génocides et des processus génocidaires soit vraiment inscrit dans cette formation commune de tous les étudiants de 4e année, continue, que désormais c'est un cours aussi qui se déroule en distanciel, donc avec une vidéo et donc les étudiants qui peuvent suivre ce cours. Remercier aussi le directeur général de Sciences Po qui a à cœur d'accueillir aussi des grandes conférences, à la fois sur le génocide des Tutsis au Rwanda, sur la Shoah. Il a accueilli il n'y a pas très longtemps Raphaël Esraïl pour qui nous parle de son autobiographie L'espoir d'un baiser. Alors pourquoi l'intérêt des étudiants? Je vais vous parler à votre place, mais parce que je me suis effectivement interrogé aussi sur votre intérêt, sur cet engagement si fort qui vous mène aujourd'hui à d'une certaine manière faire l'une des grandes journées d'études
de la 25e commémoration. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Marcel Cabanda est très actif, Stéphane Audouin-Rousseau, Hélène Dumas. Et c'est vrai que cette journée, quand même, une journée extrêmement forte dans le cadre de cette 25e commémoration en France tout au moins. Et donc, c'est votre intérêt, vous, étudiants de formation commune. Il y a également les étudiants du collège universitaire qui suivent aussi mon cours. Et donc, je dois dire d'abord que vous avez été particulièrement intéressé par le génocide des Tutsis au Rwanda, mais pas dans l'idée d'une compétition d'intérêt entre les génocides. C'est précisément le fait d'étudier les génocides successivement, en parallèle, qui finalement vous a amené à vous intéresser à ce génocide. D'autre part, il me semble que vous êtes intéressé parce que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais étudié. C'est vrai qu'au collège, au lycée, on n'étudie pas le génocide des Tutsis au Rwanda. On a même parfois une vision relativement réduite de l'Afrique, l'Afrique qui serait traversée par d'incessantes guerres ethniques. Et donc, travailler sur le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est aussi découvrir un fait très proche, très contemporain, et qui n'est pas étudié. Alors là, et je dois le dire particulièrement à Jean-Roy Stubaquier, même si ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas une rumeur, je peux effectivement l'annoncer officieusement en tout cas. Vous savez que les programmes de lycée sont en cours de réécriture, et le programme de terminale donc, va inclure une étude du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc ça, effectivement, c'est un acquis aussi de la remise au ministre de l'Éducation nationale du rapport de la mission génocide. Et puis, vient de paraître aussi la documentation photographique qui est extrêmement utile pour les professeurs, un numéro sur les génocides, dont la couverture ouvre sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc c'est quand même des éléments importants qui montrent que, même si pendant trop longtemps, on ne s'est pas saisi de la connaissance et de l'enseignement du génocide des Tutsis, les choses changent. Alors, ce génocide, si vous êtes intéressé, c'est parce que aussi c'est un génocide qui dure. Félicité l'a rappelé fortement, y compris avec la mort de ces rescapés qui ne peuvent pas survivre du fait des blessures qu'on leur a infligées, des blessures visant à la mort, bien évidemment. C'est un génocide aussi qui dure parce qu'il y a ce négationnisme qui poursuit les mécanismes même du génocide. Ça, Pierre Vidal-Naquet nous l'avait bien montré. Il y a aussi un génocide qui dure avec les procès, avec la marche de la justice, avec les archives qui doivent s'ouvrir. On attend effectivement, de ce point de vue-là, peut-être des annonces présidentielles. C'est un génocide qui interroge sur le vide, vous l'avez bien dit en introduction, sur les préjugés à l'œuvre dans l'engrenage des refus qui empêcha d'agir contre le génocide des Tutsis. Il y avait effectivement ces préjugés donc contre les Africains qui aujourd'hui sont absolument insupportables. Et il y a bien, je crois, là l'occasion, avec l'étude du génocide des Tutsis, de repenser toute la relation entre des peuples, entre des sociétés. Vraiment penser une relation d'égalité, de solidarité, de fraternité avec les Afriques. Vous êtes intéressé aussi parce que la recherche, elle est en cours, elle est décisive. On a beaucoup parlé d'Hélène Dumas, Florent Piton ici présent, donc de jeunes docteurs ou doctorants, Camille qui est une masterante, Stéphane Audouin-Rousseau, Léon Sor. Cette recherche, elle se fait aussi beaucoup au Rwanda, comme elle se fait, ou elle se faisait, parce qu'aujourd'hui la situation de la dictature en Turquie est telle qu'il est difficile de travailler sur le génocide des Arméniens, mais elle s'est faite beaucoup aussi en Turquie, comme en Allemagne. Et là, je crois qu'il faut vraiment avoir cette conscience de l'internationalisation de la recherche. Elle est donc menacée, je l'ai indiqué, et c'est pour cette raison qu'il faut inscrire la recherche sur le génocide des Tutsis dans une recherche globale sur les génocides, de manière à montrer effectivement que si on arrête de travailler sur le génocide des Tutsis, on ne pourra pas comprendre le mécanisme génocidaire. Vous êtes intéressé peut-être parce qu'en tant que Français, où il y a beaucoup d'étudiants étrangers dans ce groupe, mais il y a un remords collectif, le remords collectif qu'on a observé après le génocide des Arméniens et après la découverte de la solution finale, notamment à Auschwitz-Birkenau, un remords collectif national, international. Et c'est vrai, et là je voudrais citer et mentionner Stéphane Audouin-Rousseau, qui a beaucoup travaillé et continue à travailler sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et qui est aussi spécialiste de stratégie militaire. Et pour lui, il a raison de ce point de vue-là, il a raison effectivement sur la manière dont il aborde le génocide. Le génocide des Tutsis était le seul génocide à pouvoir être dans l'histoire arrêté militairement. Il y avait du reste des troupes sur
contingents de l'ONU, et on sait que le départ des parachutistes belges a été une catastrophe aussi qui a encouragé la mise en œuvre du génocide, mais lorsque les Français, les Européens ont été rapatriés à partir du 7 avril de Kigali, eh bien des forces ont été envoyées pour sécuriser ces rapatriements qui auraient pu être utilisés aussi pour arrêter le génocide, notamment à Kigali, ce qui aurait quand même donné un coup d'arrêt assez fort. Et puis bien sûr, eh bien, l'opération turquoise, donc, sur laquelle on reviendra cet après-midi. Donc enfin, on l'a vu, et je crois que ça a été, je veux dire, aussi un élément intéressant dans notre expérience pédagogique, c'est que le génocide des Tutsis, c'est un domaine de grande expérience sur le témoignage, sur l'écriture, sur le fait que ce n'est pas tellement, et ça je crois que c'est un point essentiel, ce n'est pas que l'expérience est indicible, c'est qu'elle n'est pas entendue. Et parce que, eh bien, on ne veut pas entendre ces témoignages, alors même qu'ils peuvent être dits. Et ça, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point-là. Alors, moi, je me félicite que Claire Andrieux, qui, au départ, et elle l'a reconnu très, très sincèrement, était un peu interloquée par ce qu'elle a dit, ce mélange des genres entre journalistes, chercheurs, artistes, écrivains. Et finalement, vous avez vu que dans sa conclusion, elle a admis que ça permettait de faire progresser, y compris la connaissance scientifique. Et je crois que c'est important, parce que les génocides, ce sont des univers inimaginables de destruction et des mondes incommensurables d'expériences, de victimes et de rescapés. Et donc, pour pouvoir penser les génocides, il faut mobiliser toutes les formes cognitives. On ne peut pas s'en tenir à des recherches classiques comme le mènent les chercheurs. Et de ce point de vue-là, eh bien, et je voudrais terminer sur cet élément, sur ces quelques éléments, le témoignage est tout à fait essentiel et la réflexion sur le témoignage. Alors, il y a un point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que quand on a commencé à travailler notamment sur la Shoah, on a considéré le témoignage comme devant soutenir la vérité que mettaient en œuvre les historiens. Et donc, tous les témoignages qui contredisaient un fait établi par les historiens étaient rejetés et parfois même considérés comme mensongers. Aujourd'hui, comme on a une meilleure connaissance de ce qu'est un génocide et cet univers incommensurable de destruction, on se rend compte que chaque subjectivité est une part de vérité et que précisément il faut entendre, vous voyez, il ne faut pas chercher un dénominateur commun à tous ces témoignages, mais au contraire, voir toutes les différences dans les témoignages pour reconstituer les expériences. Et de ce point de vue-là, ça permet d'arriver à des choses absolument essentielles. Alors je vais terminer en mentionnant aussi l'importance de l'écriture. Il y a une analyse très intéressante d'Anne Delion donc sur le livre d'Élise, c'est Élise Rida Mousson-Mandera, qui est également écrivaine, et qui explique bien qu'elle a choisi l'écriture parce qu'elle ne pouvait pas parler, et qu'il fallait passer par l'écriture pour communiquer et pour réaliser donc cette transmission. C'est dans les temps modernes de 2014, donc un numéro spécial dirigé par José Cagabo. Et José Cagabo, qui est un ami, qui est un historien, un des premiers historiens sur le génocide, qui est mort récemment, eh bien José Cagabo, moi, pour mes étudiants, je cherchais précisément des images de José Cagabo s'exprimant, parce que c'est intéressant d'entendre les historiens parler de leur métier. Et en fait, je n'ai rien trouvé sinon, et je remercie Gaël Faye de ce point de vue-là, Gaël Faye a fait un concert des Hommes debout, et il a ensuite travaillé donc ce concert avec des témoignages et des analyses historiens. Et donc c'est le 20 minutes de ce documentaire, il y a des images de José Cagabo très fortes qui racontent le moment où il téléphone à son ami préfet Tutsi, et son ami préfet Tutsi lui dit « les choses commencent et elles vont être terribles ». Alors, pour vraiment achever, je crois que la sphère académique, et moi je remercie Sciences Po de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à l'importance, au fond, de ce qui n'est pas académique pour penser les génocides, pour se saisir, comme l'a fait Planète Becker sur le génocide des Arméniens, ce portrait d'Achille Gorky, The Artist and His Mother, ou bien s'intéresser au chant des marais que les rescapés d'Auschwitz chantent près d'un petit lac, et de voir comment est-ce que, grâce à l'expérience aussi de la transmission des témoignages
du génocide des Tutsis, on a effectivement la capacité de repenser aussi la manière dont, notamment avec les jeunes, on peut parler du génocide des Arméniens, on peut parler du génocide des Juifs d'Europe. Et de ce point de vue-là, et ça fera une transition avec effectivement, et je remercie Gaël Faye également de nous proposer donc ce moment artistique, il se trouve que les rescapés du génocide des Juifs d'Europe à Birkenau chantent devant un petit lac qui est une sépulture, parce que c'est là qu'ont été jetées les cendres des crématoires, chantent le chant des marais, qui est un chant imaginé par les opposants politiques anti-nazis dès 1933 et qui a été transmis, qui est le chant des déportés. Ils le chantent et et c'est effectivement une manière de dire qu'il y a une survie possible, une résistance, et que cette résistance doit se poursuivre et se prolonger. Et au fond, pour aller dans ce sens de l'importance de la chanson, Ginette Kolinka, qui a été mentionnée, a inspiré un jeune chanteur, Thibaut, donc sur au fond la manière de transmettre cette mémoire. Donc, je terminerai, parce que là, vous voyez bien qu'il y a au fond un immense chantier, d'immenses chantiers qui nous attendent, mais c'était bien d'avoir cette matinée pour faire le point sur ce qui doit encore et tellement être réalisé, et que de ce point de vue-là, la recherche comme l'art, comme l'écriture, comme l'enseignement, peut contribuer aussi à redonner, et je citerai à nouveau Gaël Faye, un visage humain à chaque disparu. En effet, l'écriture littéraire le fait, et le fait avec, on l'a vu, ces lectures qui étaient, je crois, extrêmement bien choisies et très très utiles lorsqu'on parle de littérature, d'entendre la littérature. Et puis, de ce point de vue-là aussi, la recherche avec les moyens notamment numériques actuels permettent d'élaborer d'immenses bases de données permettant de connaître l'identité, les situations de mort et aussi la vie antérieure des disparus. Il est extrêmement important de ne pas réduire les morts des génocides, les victimes des génocides, au seul moment de leur destruction. Il faut restituer aussi leur vie d'avant, le bonheur de la vie d'avant. Et je crois que c'est aussi effectivement ce qui nous incombe. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une jeune génération qui prend le relais de la recherche et nous pouvons les remercier.